Oui, oui, bonjour à tous. Donc Jean-Pierre Bugel, j'interviens aujourd'hui pour le compte de l'association Météor et je vais évoquer un texte qu'a déjà évoqué Jean-Luc Martin dans sa présentation, qui concerne la généralisation du tri à la source des biodéchets versus les installations dites de tri mécano-biologique. Globalement, la présentation, un rappel historique, la présentation du texte avec les commentaires de Météor, et puis je conclurai par ce qui ressort aujourd'hui très synthétiquement de l'enquête publique. Du point de vue historique, effectivement, c'est toujours important de revenir un peu en arrière. La première fois où on associe la notion de généralisation du tri à la source des biodéchets avec les TMB, ça remonte à la loi de transition écologique et pour une croissance verte en 2015, où effectivement on a introduit des textes dans le cadre du Code de l'environnement avec cette notion de généralisation du trait à la source qui est donc faite pour tous au départ, hein, et avec une montée en puissance, avec une cible à 2025. Il n'y avait pas d'interdiction des TMB, il n'y avait pas de financement public pour les TMB puisque c'est ce qui ressortait du texte. Ce texte d'origine n'a jamais été réellement transcrit en tant que tel en texte d'application. Par contre, il y a quelques éléments de jurisprudence. Le deuxième texte dans l'ordre où on peut retrouver des éléments, je dirais, qui nous ont amené à la situation actuelle, c'est la directive européenne de 2018, dans lequel effectivement il est demandé aux États membres de mettre en place une collecte, enfin un tri à la source, plus exactement des biodéchets, avant l'échéance du 31 décembre 2023, donc pour tous les pays. Alors, il y avait cependant prévu dans ce texte-là, dans cette directive, une possibilité de dérogation dès lors que l'une des conditions que vous voyez apparaître à l'écran est remplie, soit effectivement on obtient une qualité équivalente sans faire de tri à la source, soit il n'y a pas un meilleur résultat environnemental quand on fait une collecte séparée, soit la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable, ou alors qu'elle entraîne des coûts disproportionnés. Et puis, il y avait un deuxième article dans cette même directive qui disait qu'à l'échéance de 2027, effectivement, un certain nombre de produits ne seraient plus considérés comme recyclés. Pour ce qui nous concerne, pour les composts issus d'ordures ménagères résiduelles, il n'y avait pas d'interdiction de retour au sol, je rappelle. Par contre, effectivement, ces produits ne seraient plus comptabilisés comme valorisés, sauf si les États membres avaient pris, bien sûr, le mode dérogatoire. Et pour finir, donc dans la série des textes, donc la fameuse loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, qui a transposé donc la directive et puis qui a refondu complètement le code de l'environnement dans les textes que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment vis-à-vis de la LTECV. Globalement, on a supprimé tout ce qui avait été écrit par la LTECV et on l'a simplifié en une seule phrase, hein, c'est celle qui est indiquée, donc qui concerne les autorisations des nouvelles installations de TMB, leur augmentation de capacité ou leur modification notable, qui impose au préalable comment ça s'appelle, une généralisation du tri à la source des biodéchets. Donc on ne serait autorisé que dans ces cadres-là. Il y a l'apport effectivement d'un alinéa supplémentaire qui dit qu'on ne peut plus utiliser la fraction fermentée cible de ces installations pour fabriquer du compost. Là encore, on peut toujours interpréter le texte puisqu'il n'est pas marqué qu'on ne peut pas l'utiliser, mais on ne peut pas le fabriquer, ce qui est un peu spécieux. Et puis pour finir, donc c'est cette même loi AGEC, je l'ai dit tout à l'heure, la notion de généralisation du trait à la source maintenant n'est plus qu'associée qu'au TMB, puisque effectivement, initialement, donc tout le monde devait être concerné par la généralisation du trait à la source. Aujourd'hui, dans les faits, tout le monde est concerné, mais les textes tels qu'ils sont libellés aujourd'hui ne mentionnent plus ce terme de généralisation. On dit bien qu'à l'échéance de 2023, du 1er janvier 2023, c'est toute personne qui détient ou produit plus de 5 tonnes de biodéchets par an. Et puis à l'échéance de fin décembre 2023, là, c'est pour tous les producteurs, y compris donc les collectivités territoriales, donc en clair, y compris chacun d'entre nous. L'ordonnance qui est parue donc au mois de juillet, fin juillet cette année, ne fait que compléter cet article. En termes de calendrier, Jean-Luc l'a abordé tout à l'heure. Initialement, ce texte devait passer par d'autres voies, mais il a été retoqué par le Conseil d'État. La première version, donc à cheval entre fin novembre et début décembre. Une réunion avec le MTB, pardon, il n'y a pas de S,
le ministère de la Transition écologique et les parties prenantes un vendredi du mois de décembre qui a été longue et assez houleuse, dirons-nous, et puis une seconde version de consultation publique jusqu'à jeudi dernier. Globalement, ce qu'il faut retenir, donc on est toujours dans une généralisation du tri à la source associée uniquement au TMB, une première version qui était très contraignante, beaucoup de réactions donc à la première version, une deuxième version qui est toujours contraignante, et par contre, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a des consultations autres qui sont lancées juste après les consultations, soit auprès des parties prenantes, soit auprès du grand public, qui concernent les conditions d'élimination des déchets et pour lesquelles les obligations, cette fois-ci, en matière de collecte séparée, de triation des biodéchets, sont largement différentes et voire beaucoup moins draconiennes. Comment est constitué le texte? Donc, en plusieurs parties. Une première partie, donc une définition. Donc, on a une définition. C'est la première fois qu'on l'a dans un texte réglementaire aujourd'hui pour ce qu'on appelle le tri mécano-biologique. Donc, ça veut dire que ça associe à la fois du tri et de la valorisation de la fraction fermentée cible. Alors, j'insiste sur la valorisation parce qu'effectivement, dans le corps du décret, il n'y a pas de précision sur le type de valorisation qui est visé, mais par contre, dans la présentation donc, de cette consultation publique qui n'a aucun caractère réglementaire, il est précisé entre parenthèses énergétique et ou organique. Donc attention, s'il y a une visée de valorisation énergétique de cette fraction fermentée cible, elle rentrerait dans le champ d'application du texte. Et puis on peut signaler qu'il y a toujours une différence avec la définition européenne de ce qu'est un TMB. Alors attention au niveau de l'Europe, un TMB c'est un traitement mécanobiologique et pas un tri. C'est la subtilité de la langue française, dirons-nous. Et puis dernier point, donc le ministère continue à faire des définitions à partir de définitions existantes en rajoutant des mots, ce qui ne fait que complexifier les textes, puisque là, les ordures ménagères du code des collectivités territoriales et celui du code de l'environnement ne seraient plus les mêmes. Et puis dernier point, oui, pardon, j'ai oublié de le dire, cet ajout que fait le ministère, c'est pour en fait exclure de façon définitive les apports de déchets verts en déchetterie, alors que dans les faits, il s'agit bien d'un tri à la source de biodéchets. Le champ d'application, donc, c'est aux déchets ménagers assimilés, ça, je ne reviens pas. Donc, ça concerne les installations, les nouvelles installations qui demanderaient une autorisation. Ça concerne les augmentations de capacité d'installations existantes. Et puis, ça concerne les modifications notables d'installations existantes. Alors, cette phrase-là n'était pas très, enfin, cette partie-là n'était pas très claire. Et donc, là, il y a eu, suite à la première version, il y a eu un gros complément fait par le ministère. Donc, dès lors que ces installations, ces modifications, pardon, auraient trait à la sécurité des installations, à la réduction des nuisances, à l'amélioration des performances environnementales, l'obligation de se conformiter à une exigence réglementaire ou mettre en place, en clair, on voudrait modifier une installation pour passer aux biodéchets. Alors, ces cas de figure-là excluraient effectivement les installations du champ d'application. Donc, attention, s'il y a des gens qui sont concernés, à bien spécifier dans quel cadre on se situe, si le texte reste en l'état, pour éviter de se faire, si je puis dire, rattraper par la patrouille, et notamment par une interprétation que pourrait faire l'inspection des ICPE en reclassifiant la modification comme notable. Une installation qui n'est pas du tout touchée, qui ne serait pas modifiée, ne rentre pas dans le champ d'application. Pour être considérée comme atteinte, la généralisation du tri à la source suppose qu'on respecte une des trois conditions que je vais énoncer. La première condition cumule à la fois le fait que 95% de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires et de cuisine, et il faut que la quantité d'ordures ménagères résiduelles sur le territoire soit inférieure à un seuil qui est fixé dans l'arrêté sur lequel je reviendrai tout à l'heure. La deuxième condition, c'est que la quantité de biodéchets qui restent dans les ordures ménagères soit inférieure à un seuil qui est fixé par arrêté, donc qui est de 39 kg par habitant et par an. Et puis la dernière possibilité, la dernière condition, la troisième possible, c'est que la quantité de biodéchets qu'on détourne par les moyens de tri à la source permet d'atteindre une efficacité de 50%, de manière à ce qu'il y ait moins de 50% de la masse d'origine dans les biodéchets dans les ordures ménagères. Dans la première version, le texte était beaucoup plus dur puisqu'il imposait systématiquement le taux de couverture à 95% pour tous les critères.
Et j'insiste également sur le fait que les deux dernières conditions nécessitent des campagnes de caractérisation. Le texte n'est pas suffisamment clair aujourd'hui puisqu'il parle d'une fréquence de 6 ans pour les caractérisations, ce qui laisserait supposer que même les installations existantes seraient concernées. On avoue qu'on ne comprend pas puisque, effectivement, je rappelle au départ, si une installation existante n'est pas modifiée, elle n'est pas concernée. Ensuite, il y a des conditions de contrôle et de suivi. Donc, pour être autorisé à être réceptionné dans une installation, il faut respecter effectivement les conditions, une des trois conditions que l'on vient de voir. Alors là, le texte, là, de nouveau, est ambigu puisqu'on ne fait pas référence au champ d'application, donc on n'exclut pas les installations existantes qui ne seraient pas concernées. Et on pourrait laisser entendre, comme c'est un article en tant que tel, un alinéa en tant que tel dans un article, on pourrait laisser croire que toutes les installations, y compris les existantes non modifiées, seraient touchées. Et puis le dernier point, les deux derniers points, c'est que donc c'est les collectivités en charge de la collecte qui fournissent les éléments à l'exploitant ou au pétitionnaire, donc détenteur de l'autorisation environnementale, en vue de constituer le dossier de demande d'autorisation ou de porter à connaissance. Mais là encore, on nous dit que tous les 3 ans, il faudra refournir ces éléments, donc ce qui est un peu surprenant, puisque ça suppose donc un suivi également. Et pour dernier point, si on ne respecte pas les conditions, alors il y a un an pour se remettre en conformité. Et si c'est toujours pas bon, il y a interdiction. De nouveau un suivi et de nouveau, on peut dire un effet contre-productif de la mesure, puisque au final, les ordures iraient donc à l'élimination. En termes d'arrêté, donc les communes ont été définies sous forme de typologie à quatre types. Très sommaire, qui ne tient pas compte du tout de la densité de population, mais uniquement du nombre d'habitants. Ça ne tient pas compte des EPCI, puisqu'on ne raisonne qu'en termes de communes. Et puis, on est dans des différenciations avec les typologies qu'utilise l'ADEME. Je reviens maintenant donc sur effectivement les trois conditions. Le taux de couverture, donc comment on le détermine? Donc, seuls les dispositifs de compostage individuel, de compostage partagé, où la collecte séparée des déchets, soit en porte-à-porte, soit en apport volontaire, sont visés. Attention, dans le texte, on a basculé, je rappelle, dans le texte d'origine de loi, on parle bien du trait à la source des biodéchets, et là, on ne parle plus que des déchets alimentaires et des déchets de cuisine, donc qui était une mesure restrictive, puisqu'on contraint quelque part les dispositifs à ne s'occuper que de ça, et pas des déchets végétaux. On écarte d'autres types d'usages, comme le compostage, l'alimentation des poules. La population, donc comment on l'évalue dès lors qu'il s'agit de compostage domestique, soit on compte les composteurs qui ont été distribués depuis une dizaine d'années, moins de 10 ans, pardon, soit on fait un sondage. Donc on exclut tout ce qui est compostage en tas, composteur autoconstruit, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis on peut aussi se poser la question d'un sondage, donc on a le choix entre l'une ou l'autre des méthodes. Pour les installations de compostage partagé, on prend tous les habitants d'immeubles dès lors que le composteur a une capacité supérieure à 60 litres par habitant, ou on prend en compostage de quartier tous les habitants dans un rayon de 250 mètres, toujours pareil, avec la même condition pour les 60 litres par habitant. On ne sait pas d'où sort cette valeur de 60 litres, et elle donne, quand on fait des calculs, des résultats, c'est surprenant, voire aberrant. Et puis, toujours pareil, la distance qui ne tient pas compte de la densité de population. Et pour finir sur la collecte séparée, donc on prend tous les habitants, bien sûr, qui sont équipés de porte-à-porte, et pour les apports volontaires, 250 habitants pour les petites communes, 500 mètres pour les communes urbaines et 250 mètres pour les urbaines denses et les touristiques. Toujours pareil, on ne tient pas compte de la densité, et les communes rurales sont très défavorisées dans ce cadre-là. Le taux de couverture à 95%, donc il est très élevé puisqu'il dépasse aujourd'hui ce qu'on peut constater, notamment dans une étude de l'ADEME faite sur la collecte séparée des biodéchets. Et le ratio associé, donc il va de 140, on va dire, à 250 kg. 250, c'est que pour les communes touristiques, à 190. Si on compare par rapport à ce qui a été constaté dans le cadre de la campagne de caractérisation de Modécom, où il y avait 254 kg par habitant et par an, avec 83 kg de putrescibles, on voit que la valeur cible qui est demandée serait inférieure, serait globalement comme s'il fallait extraire tous les putrescibles de nos OMR.
Le deuxième seuil, j'en ai parlé, donc c'est 39 kg par habitant et par an. Là encore, on ne sait pas ce que sont les biodéchets vis-à-vis des catégories du MODECOM, puisque MODECOM raisonne en putrescible, mais pas en biodéchets en tant que tel. Et puis, il y a toutes les fines qui sont inférieures soit à 8, soit 20 mm suivant la méthode utilisée, qui contiennent notamment toutes les petites fines servanticides dont on ne connaît pas le devenir. On sait qu'une campagne de caractérisation, ce n'est pas toujours très représentatif et ça coûte relativement cher quand on veut que ce soit représentatif. Le ministère n'a toujours pas justifié comment il a obtenu ce seuil de 39 kg. Et si on se projette, on voit qu'il faut moins de 20% de putrescibles dans les OMR au final. Et pour dernier point, sur le seuil à 50%, on a les mêmes problématiques que celles que je viens d'évoquer pour la condition 2, à savoir les caractérisations MODECOM. Et là, le plus gros problème pour nous, à notre sens, cette condition est inapplicable puisqu'un état zéro, aujourd'hui, quasiment toutes les collectivités ont déjà mené un travail à ce niveau-là. Donc, en synthèse, nous, des contributions que le Météor a pu faire, donc, on stigmatise et on discrimine les TMB en appliquant des règles spécifiques pour le trait à la source des biodéchets. Il y a une incohérence dans la terminologie du terme biodéchet, avec notamment la restriction aux seuls déchets alimentaires et de cuisine qui intervient uniquement dans la deuxième version. Des dispositions qui vont plus loin que le texte de loi, notamment sur le suivi des interdictions de traitement. Des critères impossibles à atteindre, même pour les collectivités les plus motivées. Un cumul d'obligations de moyens de résultats qui n'a jamais été appliqué à d'autres formes de traitement. Pas de progressivité dans la mise en application du texte, puisque c'est quelque chose de brutal. Et des méthodes de quantification qui sont peu fiables. Et pour finir, donc l'enquête publique qui s'est conclue jeudi dernier à minuit, la dernière contribution étant intervenue à minuit 1. Schématiquement, donc j'ai pris un peu la même présentation que l'autre Jean-Pierre. Là, on n'a pas du tout les mêmes rapports. On a sur 36 contributions, une dizaine qui sont contre et férocement contre, donc 4 parties prenantes que la FNAD, le FNCC, Météor Amorce, avec des syndicats, Biodeval également, merci Jean-Luc, et puis des individus. Une mitigée, on retrouve la même d'ailleurs, c'est Agriculteurs et Composteurs de France, et puis globalement, qui sont pour le texte et qui demandent même d'aller beaucoup plus loin, 25 contributions avec des gens comme Zero Waste, FNE, Compost Plus, Réseau Compost Citoyen, où on demande de renforcer les critères, interdire les TMB, on réinsiste sur la qualité des composts. On nous parle aussi, on promeut des méthodes alternatives. Et par contre, il y a effectivement là aussi une remise en cause du critère des 60 litres. Je vous remercie pour votre écoute.